Bonjour, nous allons expliquer aujourd'hui la dernière strophe du chant quatrième, la strophe de Falmer. Alors l'explication sera forcément beaucoup trop courte, je me contenterai de quelques remarques car j'aimerais également prendre le temps de faire quelques digressions pour essayer de questionner avec vous l'enjeu des chants de Maldoror dans leur ensemble. Déjà, il nous faut penser à la seconde partie de notre programme, donc dès la semaine prochaine, je commencerai à vous parler d'Henri Michaud. J'aimerais donc que cette dernière séance consacrée au chant de Maldoror permette de revenir sur certaines des questions que j'ai pu poser lors des séances précédentes. Pour autant, je vais tout de même respecter la méthodologie de l'introduction, valable autant pour l'explication de texte linéaire que pour le commentaire composé, à savoir une première étape où vous situez le texte dans le mouvement général de l'œuvre. Et en l'occurrence, cette situation de la strophe de Falmer dans le mouvement général de l'œuvre me paraît doublement intéressante. Intéressante d'abord parce qu'elle est située dans le chant quatrième. Je pense à une phrase de Maurice Blanchot dans son Lautréamont et Sade. Maurice Blanchot écrit « À partir du quatrième chant, l'air qu'on respire n'est plus le même ». Phrase assez troublante, je trouve. L'air qu'on respire n'est plus le même. Et sans doute peut-on penser, l'écriture devient-elle encore plus délirante? Oui, mais devenant plus délirante, peut-être s'approche-t-elle davantage de cette vérité intime que j'ai à plusieurs reprises évoquée, cette vérité intime d'autant mieux travestie par ce délire effectivement croissant à partir du chant quatrième. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il s'agit de la conclusion du chant quatrième. Et cette situation de la strophe tout à la fin du chant 4 me paraît assez remarquable et me donne envie de la lire comme une sorte de conclusion. Mais de conclusion, je dirais, soit anticipée, voire de conclusion ratée. Je m'explique. Ratée parce qu'on peut avoir le sentiment qu'elle n'est encore qu'une esquisse de ce qui sera la conclusion du chant cinquième, du chant suivant. Et effectivement, si on compare ces deux strophes, donc la dernière strophe du chant quatrième et la dernière strophe du chant cinquième, on repère immédiatement qu'il y a plusieurs éléments en commun. D'abord, une même idée obsédante qui revient chaque nuit. Ensuite, le même sentiment de remords qui envahit Maldoror. Un même sentiment lancinant de remords, de mauvaise conscience qui se charge en quelque sorte de faire expier le coupable. Dans la dernière strophe du chant cinquième, cette mauvaise conscience prend la forme d'une gigantesque araignée. Mais c'est exactement la même chose que la voix qui vient hanter Maldoror dans la strophe de Falmer. Et puis surtout, cette dernière strophe du chant quatrième et la dernière strophe du chant cinquième ont en commun de présenter, dans les deux cas, des agressions contre des adolescents, agressions criminelles, mais qui se révèlent à chaque fois de nature plus ou moins ouvertement sexuelle. Alors j'y reviendrai, mais pour vous dire que cette situation de la strophe de Falmer à la fin du chant quatrième est intéressante parce qu'elle annonce par certains traits ce qui sera la conclusion du chant cinquième. Et bien sûr, quand je dis que c'est une conclusion ratée, je ne le dis pas du point de vue de la qualité de l'écriture ni de l'intérêt du texte. Je parle raté par rapport à la dynamique de l'œuvre, mais je vais revenir sur ces points un peu plus tard. Je vais d'abord passer à la deuxième étape qui doit être la vôtre si vous présentez une explication linéaire. Donc après avoir situé le texte, vous en faites la lecture. Chaque nuit, plongeant l'envergure de mes ailes dans ma mémoire agonisante, j'évoquais le souvenir de Falmer. Chaque nuit. Ses cheveux blonds, sa figure ovale, ses traits majestueux étaient encore empreints dans mon imagination, indestructiblement, surtout ses cheveux blonds. Éloignez, éloignez donc cette tête sans chevelure, polie comme la carapace de la tortue. Il avait 14 ans et je n'avais qu'1 an de plus. Que cette lugubre voix se taise, pourquoi vient-elle me dénoncer?
mais c'est moi-même qui parle. Me servant de ma propre langue pour émettre ma pensée, je m'aperçois que mes lèvres remuent, et que c'est moi-même qui parle. Et c'est moi-même qui, racontant une histoire de ma jeunesse, et sentant le remords pénétrer dans mon cœur, c'est moi-même, à moins que je ne me trompe, c'est moi-même qui parle. Je n'avais qu'un an de plus. Quel est donc celui auquel je fais allusion? C'est un ami que je possédais dans les temps passés, je crois. Oui, oui, j'ai déjà dit comment il s'appelle. Je ne veux pas épeler de nouveau ces 6 lettres. Non, non. Il n'est pas utile non plus de répéter que j'avais un an de plus. Qui le sait? Répétons-le cependant, mais avec un pénible murmure, je n'avais qu'un an de plus. Même alors, la prééminence de ma force physique était plutôt un motif de soutenir, à travers le rude sentier de la vie, celui qui s'était donné à moi, que de maltraiter un être visiblement plus faible. Or, je crois en effet qu'il était plus faible. Même alors, c'est un ami que je possédais dans les temps passés, je crois. La prééminence de ma force physique, chaque nuit, surtout ses cheveux blonds. Il existe plus d'un être humain qui a vu des têtes chauves. La vieillesse, la maladie, la douleur, les trois ensemble ou prises séparément, expliquent ce phénomène négatif d'une manière satisfaisante. Telle est du moins la réponse que me ferait un savant si je l'interrogeais là-dessus. La vieillesse, la maladie, la douleur. Mais je n'ignore pas, moi aussi je suis savant, qu'un jour, parce qu'il m'avait arrêté la main au moment où je levais mon poignard pour percer le sein d'une femme, je le saisis par les cheveux avec un bras de fer et le fis tournoyer dans l'air avec une telle vitesse que la chevelure me resta dans la main et que son corps, lancé par la force centrifuge, alla cogner contre le tronc d'un chêne. Je n'ignore pas qu'un jour sa chevelure me resta dans la main. Moi aussi, je suis savant. Oui, oui, j'ai déjà dit comment il s'appelle. Je n'ignore pas qu'un jour, j'accomplis un acte infâme, tandis que son corps était lancé par la force centrifuge. Il avait 14 ans. Quand, dans un accès d'aliénation mentale, je cours à travers les champs, en tenant, pressé sur mon cœur, une chose sanglante que je conserve depuis longtemps, comme une relique vénérée, les petits-enfants qui me poursuivent, les petits-enfants et les vieilles femmes qui me poursuivent à coups de pierre, poussent ces gémissements lamentables. Voilà la chevelure de Falmer. Éloignez, éloignez donc cette tête chauve, polie comme la carapace de la tortue. Une chose sanglante. Mais c'est moi-même qui parle. Sa figure ovale, ses traits majestueux. Or, je crois en effet qu'il était plus faible. Les vieilles femmes et les petits-enfants. Or, je crois, en effet, qu'est-ce que je voulais dire? Or, je crois en effet qu'il était plus faible, avec un bras de fer. Ce choc l'a-t-il tué? Ses os ont-ils été brisés contre l'arbre, irréparablement? L'a-t-il tué, ce choc, engendré par la vigueur d'un athlète? A-t-il conservé la vie, quoique ses os se soient irréparablement brisés? Irréparablement? Ce choc l'a-t-il tué? Je crains de savoir ce dont mes yeux fermés ne furent pas témoins. En effet, surtout ses cheveux blonds. En effet, je m'enfuis au loin avec une conscience désormais implacable. Il avait 14 ans. Avec une conscience désormais implacable, chaque nuit. Lorsqu'un jeune homme, qui aspire à la gloire, dans un 5e étage, penché sur sa table de travail, à l'heure silencieuse de minuit, perçoit un bruissement qu'il ne sait à quoi attribuer, il tourne, de tous les côtés, sa tête, alourdie par la méditation et les manuscrits poudreux. Mais rien, aucun indice surpris ne lui révèle la cause de ce qu'il entend si faiblement, quoique cependant il l'entende. Il s'aperçoit enfin que la fumée de sa bougie,
prenant son essor vers le plafond, occasionne, à travers l'air ambiant, les vibrations presque imperceptibles d'une feuille de papier accrochée à un clou figé contre la muraille, dans un 5e étage. De même qu'un jeune homme qui aspire à la gloire entend un bruissement qu'il ne sait à quoi attribuer, ainsi j'entends une voix mélodieuse qui prononce à mon oreille « Maldoror ». Mais avant de mettre fin à sa méprise, il croyait entendre les ailes d'un moustique, penché sur sa table de travail. Cependant, je ne rêve pas. Qu'importe que je sois étendu sur mon lit de satin. Je fais avec sang-froid la perspicace remarque que j'ai les yeux ouverts, quoi qu'il soit l'heure des dominos roses et des bals masqués. Jamais, oh non, jamais, une voix mortelle ne fit entendre ses accents séraphiques en prononçant, avec tant de douloureuse élégance, les syllabes de mon nom, les ailes d'un moustique. Comme sa voix est bienveillante, m'a-t-il donc pardonné? Son corps alla cogner contre le tronc d'un chêne. Maldoror. Texte très étonnant, là encore, et c'est ce que nous allons voir dans la 3e étape de notre introduction, qui consiste à caractériser l'écriture du texte. Or, là, la remarque, elle est évidente. Je pense que jamais l'écriture des Chants de Maldoror n'a autant joué avec l'oralité. On reviendra évidemment sur cette question centrale ici, la question de l'oralité. Je précise juste, sans attendre, qu'il s'agit bien là d'un certain type d'oralité. Ce que l'oralité ici permet de faire entendre, c'est un délire. Je crois que vraiment, il faut employer le mot, le texte est délirant. Ce qui ne signifie pas qu'il ne veuille rien dire. Il y a des délires extrêmement révélateurs. Il me semble que c'est le cas, mais je parle de délire comme on pourrait parler de délire à propos de ce couple de Thérèse Raquin d'Émile Zola, ce couple hanté par des hallucinations accusatrices après le crime qu'ils ont commis. Après avoir caractérisé l'écriture, vous savez qu'il s'agit d'en déterminer un certain mouvement. Alors là, c'est particulièrement difficile car ce même caractère délirant du texte, ce ressassement, ce bégaiement, ce tournoiement de paroles, on pourrait dire, rend évidemment presque impossible de distinguer plusieurs mouvements. Il me semble néanmoins qu'une certaine rupture est perceptible dans le texte, page 188. Vous voyez, à partir de « lorsqu'un jeune homme qui aspire à la gloire dans un 5e étage ». Parce que là, le texte commence à parler d'autre chose. Jusqu'ici, on ne parlait que du personnage, Maldoror. Là, il est en plus question d'un écrivain. Donc il me semble que là, il y a quand même un deuxième mouvement du texte qu'il serait intéressant de souligner. Alors la dernière étape consiste à annoncer une problématique qui semble ici aller de soi. De quoi s'accuse donc ce personnage qui, malgré ses bravades, malgré ses forfanteries, apparaît à ce point hanté par le remords. Et évidemment, si on admet cette idée que le texte, à travers le voile de la fiction, cherche à exprimer une vérité intime, quelle est cette vérité intime qui semble affleurer ici ? Alors, quelques remarques rapides sur le texte, comme je vous l'annonçais. Mais tout de suite, ces premiers mots, chaque nuit. Ce sont les tout premiers mots de la strophe. Chaque nuit. C'est intéressant. Alors déjà, on comprend bien l'enjeu de ce moment, la nuit. C'est-à-dire quand on n'est plus distrait par les occupations quotidiennes et que peuvent revenir des hantises profondes, des pensées obsédante. C'est tout à fait logique que cette strophe du remords se situe la nuit et que la répétition des nuits s'accorde parfaitement par ailleurs avec les ressassements du texte. Mais surtout, je vous ferai remarquer que ces deux mots, chaque nuit, sont exactement les mêmes que ceux qui ouvriront la dernière strophe du chant 5e. Là, je vous renvoie à la page 217.
Et vous voyez donc la même attaque du texte chaque nuit, à l'heure où le sommeil est parvenu à son plus grand degré d'intensité, etc. Mais pour souligner cet effet de redoublement qui me semble vraiment frappant entre la dernière strophe du chant quatrième et la dernière strophe du chant cinquième, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors ensuite, s'il y a bien un passage que je voulais expliquer, c'était celui-ci, il est tellement frappant. Que cette lugubre voix se taise, pourquoi vient-elle me dénoncer? Mais c'est moi-même qui parle. Puisque effectivement j'avais parlé dans une séance précédente d'une erreur consistant à voir comme extérieur à soi ce que en réalité on a intériorisé au plus profond de nous-mêmes. Je vous avais parlé de Maldoror croyant arracher la tête de la conscience comme si la conscience était un être extérieur à lui. Mais non, le problème c'est que la conscience est en lui et que la seule manière de s'en débarrasser ce serait de se décapiter, ce qu'il échoue à faire dans la strophe à laquelle je fais allusion. Et donc cette erreur consistant à voir comme une intervention extérieure ce qui vient du plus intime de soi, eh bien ici c'est cette erreur qui s'explicite. Ce « mais c'est moi-même qui parle », c'est bien la conscience que cette voix accusatrice, non, en réalité elle ne vient pas du dehors, c'est de soi-même qu'elle vient, comme on l'avait vu avec le début du chant deuxième, la paralysie des doigts, non, ne vient pas d'une intervention extérieure du créateur, elle vient d'une censure intériorisée. Et puis, ce que nous dit ce « mais c'est moi-même qui parle », c'est une manière de dire « je parle ». Et je reviens ici sur cette question de l'oralité qui donne à ce texte ces résonances tellement étranges pour un texte de 1869. L'oralité, elle est marquée ici de manière multiple, vous le voyez par la ponctuation, par cette sorte de bégaiement, ou en tout cas cette manière qu'a la parole de tourner en rond. On n'est pas ici dans l'avancée, la progression d'un texte écrit, on est vraiment dans un ressassement parlé, et puis il y a tout simplement cette phrase, c'est moi-même qui parle, une manière d'affirmer la parole. Alors, oui, mais en même temps, de l'affirmer par écrit. L'oralité s'exhibe pour mieux se dénoncer, puisque le lecteur est en train de lire ces mots « je parle ». Et puis l'oralité, elle passe aussi évidemment par ce caractère totalement décousu de la strophe. Et vous voyez, ce qui dénonce l'oralité, outre le fait que nous sommes en train de lire ce texte, c'est assez évident, mais si nous en perdions la conscience, vous voyez que Lautréamont, c'est ça qui est intéressant avec ce passage de la page 188, dans lequel il évoque un jeune homme qui aspire à la gloire. C'est-à-dire qu'une fois encore, il nous redonne la conscience du texte tel qu'il doit s'écrire pour pouvoir ensuite être lu. Donc cette illusion d'oralité est évidemment dénoncée par cette mise en scène de l'écrivain. Et vous voyez que ce passage a quelque chose de savoureux, parce que finalement, nous avons le personnage, et nous savons qu'il s'appelle Maldoror, il entend son nom, et il nous le dit, Maldoror. Donc c'est bien le personnage Maldoror qui s'exprime à la première personne, et qui parle de l'écrivain à la troisième personne. Il y a un étrange renversement des rôles ici, et il me semble une forme d'insolence de la part de Lautréamont qui vise toujours à déconstruire en quelque sorte les artifices du texte littéraire. J'ouvre ici une parenthèse. J'ai plusieurs fois évoqué ce jeu des chants de Maldoror qui, un peu à la manière d'une tâche de Rorschach, se servent d'une vision du quotidien ou d'un motif littéraire comme d'un écran sur lequel projeter ces images intimes. On a vu par exemple le cadre d'une fenêtre avec un ciel d'orage, on a vu l'apparition d'un omnibus, et on pourrait se demander, oui, mais qu'est-ce qui suscite ici ce récit de Falmer? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de la fiction, en quelque sorte? Et il me semble qu'on peut le deviner si nous lisons le texte, en quelque sorte,
à l'envers. Hein. Donc je reprends le passage de la fin de la strophe de Falmer. Je relis cette comparaison. De même qu'un jeune homme qui aspire à la gloire entend un bruissement qu'il ne sait à quoi attribuer, ainsi j'entends une voix mélodieuse qui prononce à mon oreille Maldoror. Et on peut donc inverser finalement les deux termes de cette comparaison. Peut-être est-ce tout simplement cela, un bruissement qui frappe l'écrivain et qui suffit à l'entraîner dans la fiction. Dans la fiction, et alors le bruissement ne serait plus un simple bruissement, ce serait ce nom murmuré par une voix, Maldoror. Vous voyez, donc de la même manière qu'on était passé de l'apparition banale, prosaïque de l'omnibus au récit de l'orphelin courant après ce même omnibus, de la même manière qu'on était passé de cette vision parfaitement banale d'un ciel d'orage vu par la fenêtre à ce récit délirant de Maldoror frappé par la foudre céleste, ici peut-être est-on passé d'un simple bruissement à ce récit de Falmer, tel qu'il a suffi pour l'initié d'imaginer cette voix prononçant ce nom, Maldoror. Il n'en reste pas moins, j'y reviens, qu'il y a une certaine ironie, si l'on considère que c'est ici le personnage qui assume la première personne et que l'écrivain, lui, se voit relégué dans une troisième personne. Mais je dirais que si l'ironie est encore une fois évidente, cela ne veut pas dire que le délire de Maldoror soit sans enjeu. Parce que de quoi est-il question au juste dans ce texte? D'un adolescent, une nouvelle fois, qui aurait été victime d'un crime de Maldoror, hanté depuis par le remords. Mais je dirais qu'il convient d'être attentif aux précisions qui nous sont données dans ce récit d'un crime. Alors d'abord, cet adolescent, il est certes évoqué comme un ami, le terme est employé dans le texte, mais ses relations avec Maldoror dépassent évidemment la seule amitié, puisque par ailleurs Maldoror précise, enfin Lautréamont tel qu'il fait parler Maldoror, donc précise, il s'était donné à moi. Donc il me semble que ça suffirait déjà à mettre l'accent sur le caractère trouble de cette relation de Maldoror avec l'adolescent. Et puis, si cela ne suffisait pas, il y aurait cette première description de Falmer avec une forme d'exaltation qui trahit assez ce que lui inspirait ce jeune homme. Ses cheveux blonds, sa figure ovale, ses traits majestueux. Il y a là une sorte d'emportement du discours qui semble bien traduire un emportement du désir. Par ailleurs, les mêmes cheveux blonds qui semblaient concentrer le pouvoir d'attraction de Falmer sur Maldoror, il n'arrête pas d'en parler, de ses cheveux blonds. Donc ces mêmes cheveux blonds déchaînent une violence de la part de Maldoror qui apparaît comme un véritable déchaînement pulsionnel. C'est une scène extrêmement violente des Chants de Maldoror, une scène qui se répète d'ailleurs dans les Chants de Maldoror. Cette idée d'utiliser le corps humain comme une fronde, cela revient de manière assez obsédante dans le texte. Enfin, toujours est-il que les cheveux blonds de Falmer provoquent en lui ce déchaînement pulsionnel, juste après d'ailleurs que Falmer l'ait détourné d'une femme, une femme qui semblait destinée justement à être la victime de son déchaînement pulsionnel. Et non, finalement, ce n'est pas sur cette femme, mais sur l'adolescent que se déchaînent les pulsions. On comprend donc que c'est un séduisant jeune homme, aux yeux de Maldoror, qui a suscité une telle violence, un tel désir sadique, que cet adolescent, finalement, lui a donné envie de lui faire mal. Je le dis parce qu'il me semble de manière assez évidente que c'est le clin d'œil que l'onomastique, une fois encore, vient nous donner et qui montre bien qu'il s'agit d'un jeu littéraire. Il n'est qu'à intervertir deux consonnes pour que de Falmer, on passe au faire mal. Bien. Alors, je veux dire que ce crime a une dimension sexuelle. Ça me paraît assez incontestable par rapport à ce que je viens de préciser précédemment. Et de ce point de vue-là, la dernière strophe du chant
cinquième, cette fois, le confirmerait amplement. Tout ce qui semblait relever d'un caractère plus ou moins sexuel dans la strophe de Falmer est comme amplifié à la fin du chant cinquième. Alors, parlons-en un peu de cette dernière strophe du chant cinquième, et là je vous encouragerais à avoir vraiment ces deux strophes bien en tête, la dernière strophe du chant quatrième et la dernière strophe du chant cinquième. Alors je rappelle quand même que dans cette dernière strophe du chant cinquième, il ne s'agit plus là vraiment d'une voix qui accuserait un criminel, mais d'une araignée qui, chaque nuit, viendrait punir ce criminel. Et vous avouerez que c'est presque la même chose. Or, dans cette dernière strophe du chant cinquième, cette strophe de l'araignée, Maldoror se voit raconter les crimes dont il serait coupable. Et là encore, il fait subir à deux jeunes hommes des actes criminels et des actes criminels, je dirais, également troubles, comme si toujours se posait la question de la sexualité. Alors, regardons précisément le texte. Le premier de ces crimes est rapporté page 221. C'est un crime qui a lieu dans l'eau, ou plus précisément sous l'eau. Alors, je vous renvoie au haut de la page 221. Pendant quelques minutes, vous nageâtes entre deux courants. Vous reparûtes à une grande distance, vos cheveux entremêlés entre eux et ruisselant du liquide salé. Mais quel mystère s'était donc passé sous l'eau pour qu'une longue trace de sang s'aperçût à travers les vagues? Ce qui me paraît intéressant ici, vous voyez, c'est que quelque chose ne peut pas être montré, quelque chose ne sera pas dit. Que s'est-il donc passé sous l'eau? Vous voyez qu'il y a quelque chose là de trouble dans cette sorte de réticence du texte à vouloir en dire davantage. Le deuxième récit, qui suit immédiatement celui-ci, se trouve page 224. Et là encore, je trouve que ce récit est pour le moins trouble. Je vous en lis juste un passage, c'est au milieu de la page 224 à peu près. Un de tes genoux sur ma poitrine et l'autre appuyé sur l'herbe humide, tandis qu'une de tes mains arrêtait la binarité de mes bras dans son étau, je vis l'autre sortir un couteau de la gaine appendue à ta ceinture. Et là encore, je trouve ça assez trouble, ce couteau gardé près de la ceinture et avec lequel Maldoror va évidemment pénétrer cet adolescent. C'est pour le moins transparent, il me semble. La question que nous pose donc cette double conclusion, vous voyez, la conclusion du chant quatrième, puis la conclusion du chant cinquième. Mais finalement, c'est la question que nous pose, je dirais, l'ensemble des chants de Maldoror serait donc celle-ci. Pourquoi les crimes relatés ici, avec toujours un mélange de complaisance et de réticence, pourquoi ces crimes apparaissent-ils obstinément de nature sexuelle? Et je dirais que la réponse me semble aller de soi. Il suffit de renverser les termes. Si les crimes se révèlent à chaque fois de nature sexuelle, c'est peut-être que c'est la sexualité, au contraire, qui est ressentie comme criminelle. Ce n'est peut-être pas tant le crime qui est sexuel que la sexualité qui est considérée comme criminelle. Et c'est cela que la fiction chercherait à dire à travers ces récits de crimes. Mais alors pourquoi, demandera-t-on, la sexualité serait-elle vue comme un crime? Eh bien je dirais peut-être à cause de cette voix lugubre dont parle Maldoror, cette voix en nous que la religion peut nous faire intérioriser et qui vient alors nous faire juger comme un crime nos propres désirs. Et l'on comprendrait alors que Maldoror se trompe effectivement de cible. Son ennemi, non, ce n'est pas ce créateur, ce grand objet extérieur qu'il pourrait combattre. Non, son ennemi, c'est, je dirais, la religion telle qu'il l'a intériorisée.
La religion, j'y reviendrai, hein, je ne dis pas la religion en général. C'est un certain rapport à la religion, il me semble, qui est plutôt en jeu ici. Je veux dire qu'il me semble que ce qui est en jeu, c'est cette morale religieuse stricte, répressive, culpabilisatrice, hein, que l'on a pu, comme malgré soi, intérioriser. En un certain sens, un peu la même chose que ce que Freud appellera le surmoi, hein, tel qu'il contrarie les exigences du ça. Alors, petit rappel vraiment très schématique et très sommaire, hein, sur ces notions évidemment fondamentales en psychanalyse. Je rappelle que pour Freud, le ça représenterait notre part la plus inconsciente, hein, celle qui exige la satisfaction de nos besoins pulsionnels. Tandis que le surmoi, ça serait cette part de nous constituée par les interdits parentaux, moraux que nous avons intériorisés. Évidemment, toute la question, c'est comment résoudre les tensions qui peuvent apparaître entre ces forces pulsionnelles et ces interdits intériorisés. Il y a évidemment là la menace d'un déchirement douloureux. Alors si l'on admet cette analogie, hein, ça n'est qu'une très vague analogie bien sûr, mais on dirait que Maldoror pourrait être comme l'élan du ça tel que constamment il est contrarié, réprimé par le surmoi, hein, ce surmoi qu'il désigne comme étant le créateur. Le créateur, mais non, hein, c'est la religion en soi-même le problème. Alors je précise bien hein, que je ne parle pas de la religion, ni même d'une religion précise, mais bien plutôt d'un certain rapport à la religion, d'un certain enseignement de la religion, tel que bien sûr il pouvait être pratiqué au XIXe siècle. D'ailleurs, pour me faire comprendre, je vais faire un détour par un auteur que l'on ne risque pas de soupçonner d'écrire contre la religion, puisqu'il s'agit de Chateaubriand. Vous savez, Chateaubriand, l'auteur du génie du christianisme. Donc il est assez clair que Chateaubriand n'écrit pas contre la religion, et c'est pourquoi le texte que je vais citer me paraît particulièrement intéressant. Mais j'ouvre une parenthèse tout d'abord pour dire qu'il y a forcément quelque chose d'un peu plaisant à convoquer ici Chateaubriand, sachant que Chateaubriand fait partie de ces auteurs que Isidore Ducasse, dans ses poésies de 1870, appellera, je cite, « les grandes têtes molles de notre époque ». Et il donnera à Chateaubriand ce surnom insolent, le Mohican mélancolique. Un Mohican mélancolique, c'est évidemment une allusion narquoise à l'intrigue indienne d'Atala. Il n'en reste pas moins que dans un passage des Mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand propose une approche très éclairante des effets d'une intériorisation de certains interdits religieux à la puberté. C'est évidemment cela qui m'intéresse. Vous avez remarqué combien l'âge de 14 ans est obsédant dans les chants de Maldoror, hein, et dans la strophe de Falmer tout particulièrement. Alors, avant de lire cet extrait avec vous, il y a deux précisions qui doivent être données pour bien comprendre les allusions de Chateaubriand. Dans ce passage, Chateaubriand fait allusion à deux ouvrages qu'il est amené à lire en même temps. D'une part, il y a ce qu'il appelle un Horace non châtié. Entendons ici une édition des œuvres du poète latin Horace qui n'aurait pas été expurgée à l'intention des jeunes lecteurs. Vous voyez, une édition non censurée, si l'on peut dire, non châtié, non censuré. Non censuré, c'est-à-dire pouvant présenter des allusions à la sexualité dans le cadre de poèmes érotiques. Donc d'une part, il y a cet Horace non châtié, comme il dit, et d'autre part, il y a un livre qui s'intitule « Les confessions mal faites ».
Alors qu'est-ce que c'est que ces confessions mal faites? Eh bien, je dirais que de toute évidence, il s'agit d'un ouvrage religieux, hein. L'un de ces ouvrages que l'on donnait à lire aux enfants, qu'on leur donnait à lire pour leur faire peur, hein. Et l'on devine que cet ouvrage, donc les Confessions mal faites, devait présenter des récits édifiants où des pauvres enfants qui ne s'étaient pas bien confessés avaient été promis à la damnation éternelle, hein, avec cette idée, bien sûr, destinée aux jeunes lecteurs: si tu ne te confesses pas bien, voilà ce qui va t'arriver. Donc l'idée, c'est que Chateaubriand se trouve à lire en même temps un livre qui l'éveille à la sexualité et un livre absolument terrorisant du point de vue de la religion. Mais je vais donc lire avec vous ce passage. Cette même année commença une révolution dans ma personne comme dans ma famille. Le hasard fit tomber entre mes mains 2 livres bien divers, un Horace non châtié et une histoire des confessions mal faites. Le bouleversement d'idées que ces 2 livres me causèrent est incroyable. Un monde étrange s'éleva autour de moi. D'un côté, je soupçonnais des secrets incompréhensibles à mon âge, une existence différente de la mienne, des plaisirs au-delà de mes jeux, des charmes d'une nature ignorée dans un sexe où je n'avais vu qu'une mère et des sœurs. D'un autre côté, des spectres traînant des chaînes et vomissant des flammes m'annonçaient les supplices éternels pour un seul péché dissimulé. Je perdis le sommeil. La nuit, je croyais voir tour à tour des mains noires et des mains blanches passer à travers mes rideaux. Je vins à me figurer que ces dernières mains étaient maudites par la religion, et cette idée accrut mon épouvante des ombres infernales. Je cherchais en vain dans le ciel et dans l'enfer l'explication d'un double mystère. Frappé à la fois au moral et au physique, je luttais encore avec mon innocence contre les orages d'une passion prématurée et les terreurs de la superstition. Alors vous voyez, texte très, très puissant, drôle d'un certain côté, hein, puisqu'il s'amuse d'une certaine crédulité enfantine, mais texte poignant aussi bien, hein, puisqu'il nous dit ce déchirement d'un adolescent entre ses désirs qui s'éveillent et les interdits moraux qu'on lui a fait intérioriser. Et vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que ces 2 livres, donc d'une part ce Horace non châtié et d'autre part cette histoire des confessions mal faites, métaphorisent en quelque sorte ces 2 instances qui s'opposent, hein. Le ça, si l'on peut dire, ces désirs érotiques, ces désirs sexuels dont Chateaubriand trouve trace dans les poésies d'Horace, et de l'autre ce surmoi, hein, ces interdits intériorisés et intériorisés notamment par ces lectures terrorisantes, hein, telles que cette histoire des confessions mal faites. Et l'on comprend que donc la sexualité puisse à un certain âge apparaître comme coupable, hein, pour celui à qui on a fait intérioriser ces interdits. Mais si la sexualité en général peut apparaître de nature coupable à l'adolescent, on comprend que la situation est bien pire dans le cas de l'homosexualité, criminalisée en quelque sorte au nom des valeurs de l'Église. Je veux donc en venir à cela, hein. Il me semble que c'est un mouvement d'introspection que constituent les chants de Maldoror, que chacune des strophes de ces chants de Maldoror serait comme une nouvelle tentative pour approcher une vérité intime, hein, par le biais de la fiction. Et on pourrait même, hein, si on assumait l'anachronisme, parler d'une sorte de psychanalyse, de mouvement psychanalytique par lequel Lautréamont cherche enfin à mettre en mots, hein, cette faute indicible, ce crime inavouable, hein, à savoir cette relation vécue à l'époque de la puberté avec un jeune garçon qui avait plus ou moins le même âge que lui. Alors à la fois, on pourrait dire c'est finalement bien peu de choses,
ce n'en est pas moins une vérité absolument inavouable à cause d'une censure intériorisée et aussi d'une censure sociale. Et de ce point de vue-là, il est significatif que l'œuvre n'ait pas été finalement publiée en 1869. Et sans doute que les allusions trop claires à l'homosexualité auraient fait interdire ce livre s'il avait été finalement publié dans le contexte du Second Empire. Alors je reviens à présent sur quelques points que j'ai laissés jusqu'ici de côté. Pourquoi ai-je considéré cette dernière strophe du chant quatrième, donc la strophe de Falmer, comme une conclusion ratée, et la dernière strophe du chant cinquième comme une conclusion, sinon réussie, du moins suffisamment libératrice. Alors évidemment, je l'ai déjà dit, mais je précise bien que je ne parle pas de ratage ou de réussite sur un plan littéraire. Ce n'est pas cela que je veux dire. Je parle d'échec ou de réussite par rapport à cette dynamique du texte, cette dynamique par laquelle il semble que le texte s'efforce, dissimulé par la fiction, de progresser toujours davantage vers une vérité intime. C'est par rapport à cela qu'il y a échec ou succès. Alors pourquoi est-ce que je parle d'abord d'un échec à propos de la strophe de Falmer ? Eh bien tout simplement parce qu'un cinquième chant sera nécessaire, parce qu'une fois de plus, après la strophe de Falmer, Lautréamont va relancer ce mouvement, je dirais, d'introspection, tel qu'il passe par une projection fantasmatique. Lautréamont et son double Maldoror. Le fait qu'il y ait un cinquième chant montre bien que l'écriture n'a pas encore résolu le problème en cette fin de quatrième chant. Mais alors, pourquoi la dernière strophe du chant 5 serait, elle, réussie ? Eh bien, d'abord, et je dirais tout simplement, parce que c'est ce que dit le texte. Et là, je vous renvoie à la page 226, donc la toute fin de ce chant cinquième. Réveille-toi, Maldoror. Oui, un réveil, une délivrance. C'est cela que disent ces quelques mots. Réveille-toi, Maldoror. Et puis les tout derniers mots. Il attend que le crépuscule du matin vienne apporter, par le changement de décor, un dérisoire soulagement à son cœur bouleversé. Alors certes dérisoire, mais tout de même soulagement. Et ce Maldoror réveillé, ce Maldoror soulagé, il me semble que ça en dit assez long sur un aveu qui a enfin été rendu possible, comme si la quête de Lautréamont avait trouvé une forme d'accomplissement. Comme si donc le récit qui a été fait juste avant, de cette double agression contre des adolescents dont je vous parlais précédemment, avait trouvé une forme, je dirais, suffisamment transparente, suffisamment explicite pour délivrer Lautréamont du poids de cette vérité qu'il avait besoin de dire et qu'il n'arrivait pourtant pas à mettre en mots. Puisque, rappelez-vous, cette paralysie des doigts au début du deuxième chant. Là, non seulement il a été possible de les faire écrire, ces doigts, mais il aura été possible de leur faire dire cette vérité inavouable. Alors certes, vous pourriez m'objecter que dans cette dernière strophe du chant cinquième, il est question d'une araignée géante, il est question de combats épiques, il est question d'un certain nombre de motifs littéraires qui semblent n'avoir rien à voir avec une vérité intime. Mais je dirais que justement, la fiction se dénonce comme telle, et se dévoilant comme telle, elle dévoile aussi son jeu métaphorique. Évidemment que cette histoire, elle nous raconte autre chose. Et l'on comprend que l'araignée, c'est la voix de la mauvaise conscience qui revient hanter celui qui se souvient d'actes de nature homosexuelle, que ces interdits intériorisés lui font considérer donc comme criminel.
Mais pourriez-vous de nouveau m'objecter, si Maldoror est libéré de l'araignée géante, si Lautréamont est libéré de son blocage, tout cela à la fin du chant cinquième, pourquoi donc écrire un sixième chant? Peut-être fallait-il que le conte soit rond, mais il y a peut-être une autre raison plus profonde. Je dirais que ce sixième chant apparaît comme un espace de défoulement, un espace de jubilation, un espace de libération, ce qui nous montre bien l'enjeu de cet aveu qui était à conquérir, comme si, ayant enfin pu dire les choses, Lautréamont pouvait enfin se libérer tout à fait. D'ailleurs, il est évident que Lautréamont, pour le chant sixième, change les règles. Ce ne sont plus du tout les mêmes règles d'écriture. Il le dit clairement dans une sorte de préface qui ouvre le chant sixième. Je cite juste ces quelques mots. « Je crois avoir enfin trouvé, après quelques tâtonnements, ma formule définitive. C'est la meilleure, puisque c'est le roman. » Bon, alors, déclaration évidemment ironique, il n'en reste pas moins que, effectivement, le sixième chant est le seul des 6 chants de Maldoror à présenter une intrigue suivie et qu'il est constitué dans son ensemble d'une parodie, vraiment drôle par ailleurs, mais d'une parodie des romans feuilletons, ce genre qui était si populaire au XIXe siècle. Alors le temps nous manque et c'est bien dommage, il aurait été vraiment savoureux de lire ensemble un certain nombre de ces passages du chant sixième qui, soit dit en passant, ravissent Gide. Gide appréciait beaucoup l'humour de cette reprise parodique de certaines ficelles du roman feuilleton. Alors je disais que ce sixième chant était comme un espace de jubilation et de libération. Et un détail suffirait à le montrer indubitablement. Rappelez-vous, ce qui caractérisait jusqu'ici Maldoror, avant toute chose, c'était son impossibilité de rire. Maldoror, c'était celui qui ne pouvait pas rire. Alors je vous renvoie par exemple au bas de la page 20, où Maldoror essaie de faire de lui un homme qui rit, mais il n'y parvient pas. Maldoror ne deviendra pas l'homme qui rit. Je vous cite donc ce passage. « J'ai voulu rire comme les autres. Mais cela, étrange imitation, était impossible. J'ai pris un canif dont la lame avait un tranchant acéré et me suis fendu les chairs aux endroits où se réunissent les lèvres. Un instant, je crus mon but atteint. Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté. C'était une erreur. Le sang qui coulait avec abondance des 2 blessures empêchait d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres. Mais, après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains, c'est-à-dire que je ne riais pas. Donc Maldoror ne rit pas. Et pourtant, que lisons-nous dans ce chant sixième? Je vous renvoie là au haut de la page 255. Quand notre héros entendit cette harangue, empreinte d'un sel si profondément comique, il eut de la peine à conserver le sérieux sur la rudesse de ses traits hâlés. Mais, enfin, chacun ne sera pas étonné si j'ajoute qu'il finit par éclater de rire. C'était plus fort que lui. Et ce même Maldoror qui ne pouvait pas rire se met ici à éclater de rire. Il me semble que l'on ne saurait mieux montrer cet état de libération, de jubilation nouvelle, tant de Maldoror que de Lautréamont, dans cette nouvelle manière de jouer avec la littérature, dans cette manière de nous proposer en guise de dernier chant un roman. Ce ne sera pas vraiment un chant finalement, il n'y aura pas vraiment de sixième chant, ou en tout cas ce sixième chant sera aussi bien un roman, manière évidemment très insolente de jouer avec les genres littéraires bien définis, mais ça montre aussi, vous voyez qu'il n'y a pas de sixième chant au sens où il y avait un cinquième chant. Pour ce qu'il appelle le sixième chant, Lautréamont précise bien, ce n'est plus vraiment un chant,
puisque c'est un roman. Hein. Et on voit bien, en tout cas en lisant donc cette dernière partie de l'œuvre, hein, on voit bien que les règles ont changé, que la tonalité a fondamentalement été modifiée. Alors, on pourrait se poser la question, doit-on déduire de ce que je viens de dire l'homosexualité d'Isidore Ducasse? Et l'on peut même se demander si Georges Dazet, hein, vous vous souvenez, ce jeune camarade de classe d'Isidore Ducasse, dont le nom disparaît progressivement des diverses éditions du Chant Premier, hein, ce Georges Dazet dont le nom reviendra parmi les dédicataires des poésies en 1870. On peut donc se demander si ce Georges Dazet ne serait pas le modèle bien réel de tous les adolescents violentés par Maldoror. Alors, Isidore Ducasse a-t-il été homosexuel? A-t-il eu une relation particulière avec le jeune Georges Dazet? Très franchement, je n'en sais rien et il me paraît assez certain que nous ne le saurons jamais tant Isidore Ducasse a su mystérieusement effacer toutes les traces de son existence derrière lui. Lautréamont et Maldoror, oui, évidemment, hein, mais Lautréamont, c'est cette fiction d'écrivain inventée par Isidore Ducasse, qui donc invente Lautréamont comme il invente ce Maldoror, qui serait la projection fantasmatique de ce Lautréamont. Mais surtout, il y a là une question grave et une question douloureuse, à savoir la question d'un déchirement entre les désirs les plus intimes et les interdits intériorisés et le sentiment lancinant de culpabilité hein, dans lequel cela peut faire vivre ceux qui se trouvent déchirés, hein, pris dans cette contradiction entre leurs désirs et la morale qu'on leur a fait intérioriser. Et il me semble que c'est réduire cette question, c'est l'esquiver, cette question, que de vouloir la ramener à tout prix à la personne biographique d'Isidore Ducasse. Hein. Encore une fois, Isidore Ducasse, nous ne savons rien de sa vie privée, alors nous pouvons l'imaginer, hein, comme le fait avec talent Hervé Lecor dans le roman dont je vous parlais la semaine dernière, hein, L'homme aux lèvres de saphir. Oui, ça on peut imaginer quelles étaient les mœurs d'Isidore Ducasse, mais il me semble illusoire de vouloir trouver une quelconque confirmation des mœurs d'Isidore Ducasse dans son texte, un texte bien trop lucide sur son fonctionnement littéraire hein, pour dévoiler d'autres vérités que celles qu'il a envie de dévoiler. Et il me semble que les vérités dévoilées concernent indubitablement Lautréamont. Sans doute, cette vérité intime a-t-elle un rapport avec l'homme Isidore Ducasse, celui qui tient la plume? Mais encore une fois, nous n'en savons rien et nous ne saurons probablement jamais. Alors vous avez compris que ce serait là vous proposer, d'une manière évidemment trop rapide, trop allusive, une certaine lecture de l'œuvre hein, des Chants de Maldoror. Je dirais, de même qu'un jeu constant avec la distanciation permet de désaliéner le lecteur trop crédule, hein, le jeu de la fiction viserait à exhiber les interdits intériorisés qui contrarient la liberté de nos désirs. Hein, dans les deux cas, il y aurait une prise de conscience des artifices littéraires que les écrivains finissent par intérioriser malgré eux, tels des tics. Hein, ces tics, vous vous rappelez, tic, tic et tic, cette formule des poésies. Donc, d'une part, les artifices que les écrivains finissent par intérioriser comme malgré eux, et d'un autre côté, ces interdits moraux intériorisés sans que le sujet puisse en avoir conscience. Mais ce n'est bien sûr qu'une proposition de lecture. Hein, je n'oublie évidemment pas qu'il y a à peu près autant de lectures des Chants de Maldoror que cette œuvre a eu de lecteurs, hein, et je vous laisse bien sûr inventer votre lecture en vous rappelant peut-être de cet avertissement qui figure au dos du deuxième fascicule des poésies d'Isidore Ducasse. Vous trouvez ce texte cité page 323 de votre édition. Alors il parle du lecteur, hein, le lecteur qui, dit-il, ne donne du reste que ce qu'il veut.
et donner ce que l'on veut, oui, il me semble que cela renvoie à cet acte de lecture qui fait qu'on s'investit dans un texte et on lui donne telle ou telle inflexion. Il y a quand même un point sur lequel je me permettrai d'être assez catégorique. Il me semble que Les Chants de Maldoror sont un texte aussi drôle que déterminant pour toute l'histoire de la poésie. Nous le verrons dès la semaine prochaine à travers l'exemple d'Henri Michaud, ce poète si rebelle aux influences qui n'en a pas moins salué Lautréamont comme celui qui lui avait donné envie d'écrire. C'est pourquoi je vous dis donc à la semaine prochaine avec cette fois Henri Michaud.